Bienvenue à tout le monde pour cette heure du dev épisode 3. Donc bien évidemment on continue notre progression comme Lucas, comme vous pouvez vous en douter. Beaucoup de choses dans cet épisode. Alors un épisode un petit peu spécial à cause de l'été. On va avoir 2 live sessions, une sur le pair programming notamment et une autre sur la programmation fonctionnelle avec le langage Haskell. Donc si vous ne connaissez pas Haskell, c'est l'occasion d'en savoir plus et pourquoi aujourd'hui le langage fonctionnel est important dans certains types de développement. Et bien évidemment, beaucoup d'actualités avec les 3 grandes conférences du printemps. La conférence de Google qui s'est déroulée en début mai, la Microsoft Build 2021, axée sur .NET 6, Windows et Azure, et bien évidemment la WWDC d'Apple qui s'est déroulée début juin, et on verra un petit peu quelles actus il faut tenir, et aussi une très riche actualité en vrac, et on retiendra les principales actus pour cet été. Alors sur la conférence Google, donc des choses plus ou moins importantes. Alors c'est vrai que par rapport aux années précédentes, on n'a pas eu beaucoup de matériel, c'est vrai, mais quelques annonces effectivement à retenir. Tout d'abord, Flutter 2.2 qui a été annoncé. Alors, les principales actus, c'est quoi? C'est comme d'habitude des bug fixes, donc ça ne change pas. Amélioration dans les performances et surtout amélioration au niveau du cache système qui fait son apparition. Donc ça va booster un petit peu les perfs du système. On notera aussi que Google et Samsung ont travaillé ensemble. Alors, sur le système Wear OS qui fusionne avec Tizen. Donc, on rappelle que Tizen, en fait, c'était un système pour les mobiles, les téléphones mobiles et notamment les montres. Et les 2 constructeurs vont travailler ensemble pour fusionner en fait les 2 OS. Donc, à voir un petit peu qu'est-ce que ça va pouvoir donner. L'autre nouveauté évidemment importante à retenir de cette conférence Google, c'est l'annonce d'Android 12 donc, qui passe en bêta actuellement. Donc pas mal de choses, nouvelles API bien évidemment, gains de performance et des subtilités au niveau de la personnalisation de l'interface. Parce que Google veut redonner un petit peu plus la main sur la personnalisation des éléments d'interface, notamment dans tout ce qui est les couleurs, au niveau système. Donc on attend la version finale aux alentours de septembre, octobre, voire novembre. C'est un planning assez standard chez Google. Autre projet intéressant, donc c'est la modélisation 3D en temps réel qui fait son apparition avec le projet Starline. Donc c'est vraiment une tendance aujourd'hui, parce que d'autres constructeurs, d'autres éditeurs travaillent sur le sujet. Donc pareil, c'est un sujet qui fait son apparition chez Google. Et enfin, on peut noter, incroyable mais vrai, des mentions un petit peu plus précises sur le fameux système Fuchsia. Donc Fuchsia, c'est un système qui est en développement depuis plus de 5 ans maintenant en interne. Et Google va commencer à le déployer timidement en interne pour un certain nombre d'objets connectés en remplacement d'un système basé sur du Linux. Et on devra en savoir plus dans les prochains mois sur la finalité exacte de Fuchsia. Si maintenant on passe effectivement à la WWDC, donc la conférence annuelle traditionnelle d'Apple, alors pas de matériel, alors c'est vrai qu'on attendait pas mal de choses autour du matériel, ce n'est pas le cas cette année. Alors, les rumeurs disent que c'est à cause notamment de retard dans les projets et suite à la pénurie de composants. On notera tout de même quelques nouveautés intéressantes, le fait que Apple va rattraper enfin une partie de son retard sur tout ce qui est chaîne de CI/CD. Xcode va intégrer en fait des flux de CI/CD avec Xcode Cloud. Donc on va pouvoir faire du build et de l'exec avec un service cloud. Donc ça c'est la partie Xcode Cloud et bien sûr l'intégration avec l'IDE Xcode au niveau local. Donc ça c'est une bonne annonce que beaucoup de développeurs attendaient. Après, effectivement, donc pour cet automne, on va avoir les mises à jour importantes annuelles d'iOS, de toutes les déclinaisons d'iOS et bien sûr de macOS, qui va arriver sans doute en octobre-novembre avec, sans aucun doute, des nouveautés matérielles. Mais ça, on en saura plus dans les prochaines semaines.
Côté Build, donc Build, hein, c'est le successeur de la PDC pour ceux qui l'ignorent encore. Donc c'est la grande conférence annuelle de Microsoft. Alors là, par contre, énormément de choses. À croire que les ingénieurs et développeurs de Microsoft étaient extrêmement en forme au printemps. Les 3 axes habituels chez Microsoft durant la build, hein, c'est bien évidemment .NET, Visual Studio et Windows et Microsoft Cloud Azure. À noter que .NET 6 arrive en Preview 4, alors pas mal de choses au niveau de .NET 6, meilleur support étendu autour des processeurs ARM, j'y reviendrai un petit peu plus tard, intégration dans les dernières builds de Visual Studio et aussi dans Windows. On notera aussi un projet très intéressant qu'il faudra suivre, alors qui est actuellement en preview, c'est le .NET Auth Reload, qui permet en fait de mettre à jour son code en exécution sans faire de la recompilo derrière. Donc là, c'est vraiment effectivement assez intéressant, comme si on avait un langage en dynamique sur lequel on faisait un changement de code. Donc là, on fait la même chose en C#, et en fait, sans passer par la case de la compilation, on va modifier comme ça le code en exécution. Donc ça, c'est un projet à suivre. On n'a pas encore de date, mais sans doute que ce sera disponible aux alentours de .NET 6, donc plutôt cet automne. Autre nouveauté, évidemment, c'est les nouvelles versions de Visual Studio, la 2019 qui arrive dans une nouvelle version, et surtout la future 2022, donc full 64 bits que tout le monde attendait. .NET 6 évidemment sera pleinement intégré, et surtout on va avoir un renforcement de la partie open source et de la partie Linux à l'intérieur, support de CMake, support de Linux nativement au niveau du développement, et même support du sous-ensemble Linux sur Windows, le fameux WSL. Sur le WSL, on notera aussi un support très intéressant du graphique et des interfaces graphiques avec le WSL-G. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille impérativement, c'est très prometteur. Il faut juste que ce soit un petit peu stabilisé. Sur la partie Azure, un des points importants à retenir pour moi, c'est vraiment le support étendu de Java. En fait, on voit bien une des directions d'Azure aujourd'hui au niveau entreprise et développeurs, c'est le support de Java, Java EE, support de Jakarta aussi, donc c'est le successeur de Java EE parce qu'Oracle a, on va dire, redonné Java EE à la fondation. Donc ça, c'est très très intéressant parce que ça prouve que Microsoft, avec Azure, veut vraiment devenir un player du monde Java, et notamment monde Java en entreprise. Et c'est aussi l'apparition officielle de la distribution OpenJDK estampillé Microsoft qui arrive aussi durant la build. Alors on attend la prochaine version avec Java 17 pour cet automne, qui est une version long term support, donc support long terme. Donc ça, c'est très très intéressant. Autre nouveauté que l'on peut noter aussi par rapport à Windows, donc c'est une annonce très importante, c'est la fin du support de Windows 10 pour automne 2025. Alors ça, c'est un détail intéressant, parce que ça veut dire que dans quelques semaines, Microsoft devrait logiquement annoncer le successeur de Windows 10, qui devrait s'appeler en toute logique Windows 11. Donc à voir comment ça va se faire. Pas mal aussi de choses sur Azure, hormis le support de Java. Donc on a pas mal de nouveautés sur les systèmes de données embarqués. On voit l'apparition de nouvelles API sur les communications unifiées. En fait, on pourra faire de la communication en vidéo et en téléphonie pure depuis des applications sur Azure. Donc ça, c'est très très intéressant. Des API aussi pour Teams qui vont faire leur apparition très très prochainement. Donc ça, c'est aussi à suivre avec un certain intérêt. Autre nouveauté, et ça renforce la stratégie de Microsoft sur les processeurs ARM, c'est un kit de développement matériel qui va s'appeler Snapdragon Developer Kit. Donc ça se présente comment? En fait, c'est du matériel, donc c'est un vrai PC avec un processeur ARM embarqué et toutes les piles techniques Windows ARM et bien entendu toute la chaîne de développement. Alors ça rappelle ce qu'avait fait Apple en 2020 avec une pré-série de Mac Mini
avec un processeur M1 effectivement à l'intérieur. Donc ça prouve que Microsoft, plus que jamais, se focalise notamment sur les PC ARM, parce que pour eux, c'est vraiment un marché extrêmement sensible dans les prochains mois. Et on verra si le marché est réceptif ou pas à ce niveau-là. Et surtout, il faut que Microsoft et l'ensemble de l'écosystème se préparent effectivement aux migrations logicielles et que les piles techniques, que les frameworks, librairies et les outils prennent véritablement en charge nativement les processeurs ARM. Donc ça, ce sera à suivre dans les prochains mois. Côté actuel en vrac, pas mal de choses aussi. Donc on va noter la sortie de Qt 6.1. Alors ce n'est pas forcément une version majeure de la librairie cross-platform, mais Qt, je rappelle, ça sert à faire des interfaces graphiques natives en C++. Donc la 6.1 est sortie il y a quelques jours. Pas mal de choses et surtout énormément de corrections de bugs qui n'avaient pas été corrigés dans la version 5.x et dans la version 6.0. Et la 6.2 qui est annoncée dans quelques temps sera la première version support long terme avec là encore pas mal de choses sur les correctifs de bugs. On notera aussi l'arrivée de Deno 1.1, donc je rappelle que c'est le créateur de Node.js qui a créé cet outil. Donc pareil, pas mal de choses sur les corrections de bugs et surtout une amélioration sur les process de test et sur les performances. On notera aussi l'arrivée de NetBeans 12.4. Et oui, on oublie souvent que NetBeans est toujours là. Donc IDE Java bien connu évidemment. Meilleur support de PHP 8, comme chaque version je dirais. Et support entier de Java 16. Au niveau de NetBeans, donc ça c'est pas mal, et diverses améliorations, notamment sur tout ce qui est Maven, Gradle et Ant. Cassandra 4 arrive aussi avec le point focus très important sur l'amélioration des latences au niveau des mécanismes internes, avec l'intégration du ZGC. Voilà, donc de Java. Je rappelle que le ZGC, c'est un ramasse-miettes, nouvelle génération intégrée au monde Java. On notera dans toute la partie infra-as-code la sortie de Terraform 1.0. Donc si vous êtes des amateurs de l'infra-as-code, c'est le moment de vous lancer sur Terraform. Alors PHP 8.1 est annoncé pareil pour fin novembre. Alors pas grand chose à vous annoncer, c'est pas mal de corrections de bugs et des améliorations de performance. Et enfin, on va conclure sur une petite nouveauté. Donc si vous êtes des utilisateurs d'Amiga, Amiga 500, Amiga 600, 1200, etc., notez la sortie d'AmigaOS 3.2. Des centaines de corrections de bugs et plus de 3 ans de développement pour cette version-là. Donc disponible sur CD que vous pouvez voir directement sur l'Amiga ou sinon vous utilisez une compact flash avec un lecteur de cartes à intégrer dans la machine. Voilà, donc ça c'est Amiga OS 3.2 qui est sorti au printemps dernier. Et on peut aussi noter 2 anniversaires durant ces dernières semaines. Donc tout d'abord, c'est le 40e anniversaire de la sortie du Commodore VIC-20, parce que c'est la première machine à s'être vendue à plus d'1 million d'exemplaires à partir de 81. Voilà, et c'est l'ancêtre en fait du Commodore 64. Donc un bon anniversaire au VIC-20. Si vous en avez un, c'est l'occasion de le ressortir. Et aussi cet été, c'est l'anniversaire de la sortie du premier IBM PC, donc du PC. C'était en été 81 et c'était le premier modèle de l'IBM PC, le 5150, qui était sorti avec la première version du PC-DOS. Donc le PC-DOS, en fait, la version IBM du fameux MS-DOS. Voilà. Merci à tout le monde et je laisse maintenant la place à nos développeurs pour les sessions de live coding. Merci. Alors pour cette première session de live coding dans l'épisode 3 de l'heure du dev, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud et Kevin. Donc ce sont des experts et développeurs d'Arola et surtout on va parler de 2 choses qui me tiennent bien à cœur en fait quand même un petit peu. Donc on va parler de kata et notamment un kata de refactoring en pair programming. Donc voilà, donc je vais laisser la place
aux deux compères et je vous retrouve tout de suite après pour la session de questions-réponses. Merci. Bon, et bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec Arnaud sur l'émission de l'Heure du Dev pour vous présenter le kata Golden Master Gilded Rose. Gilded Rose en Golden Master plutôt, ça marche mieux. Donc l'idée du kata Gilded Rose, en fait, c'est qu'on part sur une boutique un peu héroïque fantasy qui vend différents objets en tout genre. C'est bien ça, Arnaud, hein? Oui, c'est une auberge qui vend un certain nombre d'articles en dépôt-vente. L'idée, c'est que chaque article est affublé d'un nom, d'une qualité, et puis d'un sell-in. Alors, sell-in, on ne sait pas trop ce que c'est. Ouais. En interrogeant les gens du métier, ils nous disent ouais, c'est quelque chose, il faut vendre, c'est la date, le nombre de jours avant lequel il faut avoir vendu l'objet. C'est ça. Et si on regarde un peu dans le code, en fait, on voit qu'en fait on a différents objets comme Dexterity Vest, Aged Bry, Elixir of the Mongoose, Sulfura, les mains de Ragnaros, etc. Enfin, tout ce genre de trucs. Et l'intérêt de ce kata, en gros, si on regarde dans le code, c'est que les items en fait ont une certaine durée de, comment dire, une date de péremption, ils ont une certaine durée de vie en fait au sein de la boutique et ils évoluent au jour le jour. Et l'idée en fait c'est d'avoir un code, enfin l'idée du code que l'on a là, qu'en fait que je suis en train de vous montrer, c'est d'avoir en fait en fonction du nombre de journées passées l'état de l'inventaire de la boutique. Donc pour chaque item en fait quelle est sa valeur, quelle est sa péremption, où est-ce qu'il en est, combien de temps il reste à le vendre. Et comme vous pouvez le voir en fait c'est un code qui est pas très qui pourrait être mieux. Surtout que Kevin, j'ai une mauvaise nouvelle, je viens de voir le PO et il nous dit qu'il faudrait développer une évolution pour ce code. En fait, il veut que les objets de type Conjured se dégradent 2 fois plus vite que les autres. Donc, et il veut ça pour hier. Ça, je me permets de le noter ça ici, en commentaire, Conjured Object, et ils doivent se dégrader plus vite que les autres. Alors, ouais. Donc ça, il le veut pour hier, la fin de la journée. Ça ouais. Je connais ces PO-là. et surtout, il faut que ça fonctionne comme avant. D'accord. Donc en fait, nous, si on est ici aujourd'hui avec Arnaud, justement, c'est pour présenter une méthode pour travailler sur ce genre de code un peu legacy. L'idée, c'est que voilà, on a une nouvelle fonctionnalité à implémenter. On a une contrainte qu'on n'a pas dit, c'est qu'ici, on a une classe item qui représente chacun des items que l'on peut trouver dans la boutique. Pour ces items, en fait, ils ont un nom, ils ont un sell-in et ils ont une qualité. Et cette classe item, on a interdiction totale d'y toucher. On ne peut pas rentrer dedans, on a le droit de rien faire. Là où on a le droit en fait d'intervenir, c'est dans la méthode update quality dans la classe Gilded Rose. Et ça se présente comment le code pour cette méthode? Alors on a une grosse boucle for en fait sur l'ensemble des items avec des checks en dur sur chacun d'entre eux, des if dans tous les sens et on ne sait pas trop comment ça marche. Et en fait quand on ne sait pas trop comment ça marche, et c'est souvent le cas en fait face à un code legacy, on a différentes façons de faire on va dire. Donc on aurait la première en fait effectivement on a une nouvelle fonctionnalité implémentée donc on pourrait foncer tête baissée dans le code, coder un peu à la dure avec un gros if, des trucs comme ça. Et je suis d'accord en fait, c'est peut-être pas forcément la meilleure méthode mais il faut bien comprendre que ça c'est le genre de truc sur un code du quotidien dans le boulot, des fois tu as des contraintes de temps, contraintes aussi, tu n'as peut-être pas forcément les compétences, contraintes de compréhension qui font que des fois tu n'as pas trop le choix et que c'est forcément ça. Et le fait de faire ça, à un moment forcément tu rajoutes ta petite couche de vernis par-dessus ton gros monolithe bien legacy. Tu marques ton empreinte. Tu marques ton empreinte et tu laisses ta trace sur l'histoire. Donc c'est peut-être pas forcément la solution. On a une autre solution en fait, c'est qu'on a vu qu'on disposait également des specs. Alors hélas, je les ai pas ici sur le kata, mais on peut avoir les specs de disponibles. Mais le souci est... je reprends. En fait, on peut faire des tests unitaires. On peut commencer à écrire nos tests unitaires par rapport à nos specs. D'accord ? Pour pouvoir intervenir sur ce code-là. Mais le souci de faire ça, en fait, c'est qu'on n'est même pas sûr que le code déjà implémenté, lui, déjà, de base, respecte les specs. Et que les specs soient à jour, en fait. Et que les specs soient à jour. Donc, en fait, ça nous pose un autre problème si on essaye de cette approche-là, en fait, par les specs, en écrivant nos tests unitaires à partir de là. Le souci que tu risques d'avoir, c'est que tu risques d'avoir des tests unitaires qui correspondent aux specs que tu as, un code qui, lui, ne répond même pas à ces specs-là,
et de te retrouver dans un genre de mélange où tu vas devoir implémenter ta nouvelle fonctionnalité, corriger le code déjà existant, et un gros sac de nœuds pas possible à la fin, des mots de crâne et un paquet de Doliprane. Mais alors là, on fait comment? L'autre méthode, justement, la dernière méthode, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, au passage, c'est ce qu'on appellerait le Golden Master, en fait, et ça partirait du principe, de toute façon, moi je sais que ce code, il répond à quelque chose, il fait bien quelque chose, et je vais partir du principe, ce code-là fait la vérité, enfin ce code-là est la vérité, c'est ce code-là qui est ma documentation. Et donc l'idée, ça va être d'essayer de travailler à partir de ce code-là et faire en sorte de créer les tests à partir de ce code-là, de créer notre jeu de test en fait à partir de ce code déjà existant en prod et de se servir en fait de ce jeu de test-là comme référence par la suite pour tester, pour tester nos fonctionnalités tout simplement et nos évolutions, notre refactoring. Je veux dire qu'on va observer ce que le code produit et on va s'en servir comme référence pour la suite? C'est l'idée en fait, tu te sers tu crées ton jeu de test en fait à partir du code déjà existant, même si en fait ce code répond pas déjà au spec. Le but en fait c'est pas d'avoir un code qui répond au spec dans un premier temps, c'est d'avoir un code que tu es capable sur lequel que tu maîtrises, sur lequel tu as une compréhension et sur lequel tu peux intervenir. Ok. Dans ce cas, let's go. Let's go. Donc si on regarde, alors comme on est pris un peu par le temps et que le kata est plutôt bien fait, on a un jeu de données déjà disponible. Ouais, je pense qu'on peut lui faire confiance à ce jeu de données. Ça veut dire que c'est le métier qui l'avait défini comme ça. Il doit être assez représentatif. Ou le kata en l'occurrence. Mais oui, c'est ce jeu. Ça, il va faire un peu de storytelling. Là, on sort un peu de la bulle pour dire oui, le jeu de données est correct par rapport à ce que propose le kata. Mais après, c'est vrai que dans l'idée, il faut savoir que sur un code de prod dans la vraie vie, alors pour l'avoir fait il n'y a pas longtemps, une des solutions, c'est d'exécuter ton code comme il sera exécuté en fait en temps réel, de capturer les inputs au passage et les sauvegarder dans un JSON à côté que tu peux récupérer et créer ton jeu de test à partir de là. Ça, c'est une solution en fait pour mettre ça en place. Il faut savoir que le plus gros défi dans le Golden Master, en fait, ça va être de créer le Golden Master plutôt que de refactorer à partir de là. Enfin, la première grosse étape, c'est celle-là. Ici, on va partir du principe que le jeu de test qui nous est fourni est correct. On peut le lancer. Voir ce qu'il fait. Si mon IDE décide de ne pas me troller, est-ce que mon IDE a décidé de me troller? On dirait que non. Ce qui est plutôt un bon point. Ce qui est plutôt un bon point, effectivement. Donc, voilà. Tac. Ou plutôt... Ah non, même pas. L'IDE, il me troll même pas, en fait. L'IDE, il me donne le résultat par rapport... Pardon. En fait, non, même pas. En fait, on a un jeu de données qui renvoie un résultat. Je te dis n'importe quoi, Arnaud. Ouais, mais alors ça, comment on le vérifie après Alors, justement, on peut... Nous, pour l'instant, on va dire que notre critère de qualité par rapport à ce jeu de données, ça va être le coverage sur l'ensemble des étapes du code. Donc, on va lancer le test avec coverage. Donc, si on regarde coverage, on voit qu'on a 100% sur les classes, 100% sur les méthodes, et qu'on a quelques lignes qui sont peut-être pas top, à moins que c'est parce que j'ai modifié le code avant pour vérifier. Mais si tu regardes, effectivement, on a du vert partout parce que le coverage est à 100%. Ouais. Donc, on sait que ce code-là passe partout. Donc, nous, si on regarde à partir de là, donc on a le app qui prend le new gilded rose avec les items. Voilà, donc si on observe notre code de test, donc ici on a notre magasin d'items, on inste aussi notre boutique gilded rose à partir de cet inventaire. Derrière, on part sur un jeu, on imagine qu'on va jouer en fait 100 jours sur notre magasin, d'accord? Et au bout de 100 jours, on va tout simplement print le résultat. Ok. Voilà. Donc l'idée, en fait, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est dans un premier temps, quand je réfléchis à comment est-ce qu'on s'y prend, donc nous, on partira, en fait, on aurait deux magasins, qu'on jouerait un sur le code legacy et un autre sur une copie du code legacy. C'est ça, en fait, on va faire une exécution parallèle des deux versions du code, en fait. Donc si on part pour faire une exécution parallèle, on va dire que je vais copier ma classe gilded rose existante, je vais la coller dans le même fichier et je vais appeler ça gilded rose legacy. Ouais. Tac, je ne veux pas ajouter sur Git. Merci. Et donc le gilded rose legacy servira d'implémentation de référence. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va essayer de comparer le résultat de notre code sur gilded rose ici, qui va être refactoré plus tard par notre cher Arnaud ici présent, avec le résultat du code gilded rose legacy auquel on va s'interdire de toucher pendant toute la durée du kata. Et on part du principe, en fait, en Golden Master, que tant que les deux résultats sont identiques, pour nous, on est bon et on peut continuer à avancer comme ça. C'est ça, parce que le code legacy, actuellement, c'est celui qui a raison, quoi qu'il arrive. Exactement.
Et donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refactorer un petit peu. Ah oui, ça, c'est une classe main. Donc, on va un peu réutiliser ce qu'on a ici. Donc, on va récupérer ce jeu de test qu'on a là. Tu me dis, qui est un jeu de données, du coup. Yes. Alors par contre, si on le met si on fait des exécutions parallèles, il faut aussi avoir 2 jeux de données c'est ce que je suis en train de... Ouais. En gros, là, il y a les items qui vont être les items legacy, qui vont être testés ok. sur la partie legacy. Donc, ils sont tout simplement le copier-coller de ce qu'on a là. Ça, j'en ai pas besoin. OK. Et on va avoir le private final. Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'un final pour ce kata parce qu'il est quand même assez... Il me semble qu'il y a quand même des gros effets de bord et qu'on peut pas utiliser final comme ça. Les items sur le 9. En fait, il n'y a que des effets de bord parce que C'est bien ce qui me le semblait. update quality, il fait void, donc il renvoie void. C'est exactement ça. Donc, voilà. Et donc ici, comment est-ce qu'on l'appelle ce super test? Attends, est-ce que déjà on ferait pas ça un peu propre? On teste que notre framework de test fonctionne bien. Ah, ça peut être un bon départ. Ouais. On avait dit qu'on avait un assertj, hein, c'est bien ça. Sauf qu'évidemment, j'ai pas réimporté le Maven après, donc il faut que je fasse ça, l'autre project. Assertion, voilà, il est en train d'importer. Donc là, j'ai un assertj, assert date, et on va faire un premier test unitaire. On va asserter que 1 plus 1 est égal à 3. Voilà. Si c'est bon, si c'est vert, je sais pas ce que je fais. Si c'est vert, j'arrête tout et je pars élever des chèvres dans la montagne ou un truc comme ça, parce que c'est définitivement pas la carrière qu'il me faut. C'est ça. Et donc c'est rouge. Donc ça c'est vraiment pour s'assurer que le framework de test fonctionne bien et qu'il est capable de capturer les erreurs. Oui, c'est le principe de base en général quand tu veux faire du test unitaire. Non, c'est pas le bon raccourci. Donc je vais rajouter une test méthode et donc on va faire Golden Master. Golden Master, allez. Golden Master, et donc pour ça en fait on va déclarer un Gilded Rose. Alors pardon parce que là j'ai un peu mes réflexes de Kotlin avec mon item qui va être le Gilded Rose avec les items et un Gilded Rose Legacy égale new Gilded Rose Legacy avec les items Legacy. Ok. Et donc maintenant, on va dire qu'on part sur 100 jours d'implémentation. En fait, on part sur le nombre qu'on veut. L'important, c'est de trouver un nombre de jours suffisant qui permette de laisser suffisamment de temps pour se retourner. Bon, 100, c'est bien en plus. Ouais. Ok, donc on va partir sur 100 jours. On va faire notre petite boucle for int i égale 0, i inférieur à days. Non, voilà. Pour chaque jour, on est comme ça. Et donc l'idée, en fait, c'est que sur chacun des jours, on va faire gildedRose. On va appeler notre méthode updateQuality sur le nouveau et sur le legacy. Et en fait, ce qu'on peut faire à partir de là, alors par contre, je crois qu'il va falloir que tu me rappelles la librairie à utiliser sur assertj pour faire les assertions. Oui, c'est là que ça devient un peu délicat parce qu'il va falloir faire de la comparaison de propriétés tableau à tableau. Ouais. Donc, et à chaque jour qui sépare les deux, on peut faire ça. Ou à la fin, on peut le faire sur chaque jour, justement. Il faut le faire sur chaque jour. Et bah, comment est-ce que tu fais les tests? Alors, est-ce qu'on fait l'assert comme ça à l'arrache et on arrête dès que ça correspond plus? Tu fais un assert that déjà de tes noms. Alors, assert that items, de point extracting. Et là, tu peux faire une lambda sur item.name. Alors, attends, parce que c'est item que je l'ai appelé point extracting et toi, tu veux les names? Ouais. Point contents exactly. Ouais. Et là, on va faire un stream sur items legacy, donc avec ers.stream. Ouais. Alors attends, un peu de calisthénie, on va faire un point par ligne, histoire que ce soit un minimum sympathique. Que tu vas mapper donc, sur la même lambda. La lambda, donc ça va être item... item.name. Tu peux... Ah, c'est pas... D'accord. Je suis obligé de faire... Oui, en fait, comme tu n'as pas de ouais, j'ai compris. J'ai cru que j'étais en... Ok. Et donc, que tu vas faire un point toArray. Et là, c'est la super notation d'initialisation de tableau en Java. Donc, ça va être point toArray
Integer tableau, new. Alors attends, recommence. Comment tu veux que je l'écrive ici, dis-moi? Alors c'est point. Tout arrêt. Ouais, de integer, crochet, Ouais. new, je crois. Ah, c'est le truc là, d'accord. Ouais. Mais donc- là, tu mappes sur les names? Pourquoi c'est une integer? C'est une string, non? C'est vous vérifier déjà que. Ah non, c'est string string crochet. C'est un tableau de string. Après, Ouais. pour les quantities, effectivement, pour les quality. Ouais. Après, c'est ça. Après, tu veux refaire la même chose pour les quality. C'est ça. Après, tu veux faire la même chose pour la quality. Et donc ici, on va mapper sur la quality. Et par contre, la quality, c'est un integer, on est d'accord? Ouais. Et on finit avec le Céline. Ouais. Donc là, normalement, cher Arnaud, si tout est OK, Donc là, ça doit et si passer ce au vert. test-là, ouais, et le dernier, attends, c'est Céline. Ouais. Si tout est OK, ça passe au vert, sinon on va passer un bon moment. Et Céline, c'est encore un int, et si tout est OK, et ben, je vais pouvoir te céder la place pour la suite du kata. Ouais, alors juste le lancer pour vérifier que c'est au vert, et puis introduire volontairement une redirection dans Pour le code de vérifier que tout Ginstros fonctionne pour bien. vérifier que ça Parfait. capture bien. Et c'est pas vert. No getter for property Céline. Alors, pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il n'y a pas de getter sur Céline. Il n'y a pas besoin. Parce que je ne sais pas l'écrire correctement? Non, c'est parce que j'ai pas mis de I majuscule ici. Non, faut que tu. Ah, peut-être. Ça va, ça va. Ouais. On avait le droit à un instant Ouais, frayeur. c'est On a le le droit premier, à un c'est le petit premier instant joker. frayeur, C'est et le voilà, premier c'est le joker. premier joker. Voilà. Ok, et donc là, ça passe. On se permet juste une modification Ouais, tu peux là-dedans. faire par On exemple va faire un Céline quality moins plus 2 2. par exemple. Quality plus 2. Ouais. Et normalement, si là c'est rouge, ça veut dire que la modification, elle n'est pas bonne. Et on fait un plus 1. Et donc là, on a créé notre Golden Master. En fait, on a fini notre première étape. À partir depuis là, en fait, on sait qu'on a un jeu de test. On a un jeu de données en fait qui permet de vérifier nos tests. On est capable de le comparer en fait avec l'ancien code assez aisément. Et à partir de là, en fait, on peut refactorer. Et c'est notre filet de sécurité qui C'est va ça. permettre de travailler vraiment sereinement. Parce Exactement. qu'on sait que dès qu'on fera une bourde, et ben on le verra grâce au Golden Voilà. Master. Et maintenant, je vais laisser la place à Arnaud. Et ben, nous revoilà. Ouais, bah, je sens que je vais me taper le sale boulot du coup, de mettre les mains dans le cambouis. Non, je t'ai laissé le meilleur, c'est pas pareil. C'est vrai. Alors en fait, bah, je remonte un petit peu le code pour montrer à quel point il est bien horrible. Plusieurs niveaux d'indentation. On n'y comprend rien. Alors moi, le truc, c'est que j'ai pas trop envie de réfléchir en fait. Et j'ai un peu la flemme, donc je pense que je vais laisser IntelliJ faire tout le boulot. Bah, il est là pour ça. Ouais, il est là pour ça. Donc en fait, Alors tu veux commencer par quoi? Parce qu'on a pas mal de if imbriqués avec des noms d'items et tout. Il y a- Est-ce que on peut commencer à isoler des méthodes comme ça, tu penses ou pas? Il y a un for qui me chagrine déjà. Ouais. Ouais. Et je me demande si IntelliJ ne me propose pas un refacto. Ah oui, replace with enhanced for, c'est pas mal ça. C'est par quoi est-ce que tu veux le replacer, pardon? Un enhanced for, en fait, Ouais. la boucle sur i que j'avais, Ouais. avec les items de i partout, en fait, IntelliJ est capable de voir qu'on peut itérer directement sur les objets de la classe item. Donc, quand on fait un replace avec un enhanced for, comme ici, voilà, on fait un for each item, et du coup, il a bien vu qu'à chaque fois, c'est un item qu'on a. Donc, bien sûr, je relance mes tests pour vérifier que j'ai rien Donc en cassé. fait, au lieu de travailler avec un index que tu réinstancies à chaque itération de ton tableau, tu travailles directement avec un for each sur l'ensemble de tes items. Voilà. Et ça, ce qui est bien, c'est que du coup, ça va me permettre d'extraire une méthode qui va, en fait, au lieu d'updater la quality sur tous les items, bah, qui va le faire sur Qui va un le faire item sur à la qu'un seul fois. item. Ouais. D'accord. Donc en fait, tu as un for qui va faire sur qu'un seul item. Et donc, j'extrais une Et méthode tu pourras update travailler quality. uniquement sur cet item indépendamment des autres, c'est ça? C'est ça. Ok. Et ouais, donc ça, ok, got it. Donc, bah, en faisant ça, mine de rien, on a gagné un niveau d'indentation et une réduction de charge mentale. Alors pourquoi un niveau d'indentation? Parce que Parce que là, en j'ai fait, extrait une méthode. j'explique, c'est un exercice génial parce que moi, je ne vois pas le code. Donc j'essaye de me faire l'exercice de suivre le code sans le voir. Donc un niveau d'indentation, effectivement, parce que tu as fait un for et tu as sorti tout le contenu dans une méthode à l'extérieur. Donc en fait, ton niveau d'indentation, tu le gagnes à ce niveau-là. Voilà. Le moins de charge mentale, c'est parce que maintenant, tu peux réfléchir uniquement sur un item indépendamment des autres. C'est ça. Et ça, sans avoir à te soucier du fait d'être dans une Complètement. boucle for ou pas. C'est ça. Ok. Alors ensuite,
on a l'intuition que la logique, elle se passe item par item, type d'item, enfin nom d'item par nom d'item. Ouais. Et le problème, c'est que on a des conditions sur les noms d'items qui sont éclatées. Alors soit on a des conditions multiples sur plusieurs noms d'items, soit éclatées à différents niveaux d'indentation. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est remonter tout ça au même niveau. Et est-ce qu'on pourrait pas essayer d'extraire des petits trucs dans des méthodes à part, externes et tout, ou Alors, pas? il y a un petit peu de duplication. Par exemple, on Ouais. voit que ce bloc de code, on le retrouve aussi ici. Et ça, c'est un réflexe qu'on peut avoir en tant que développeur, c'est de chercher à réduire la duplication tout de suite. Ouais. Le problème, c'est qu'en faisant ça trop vite, on risque de se retrouver coincé. Parce qu'il y a des Et trucs que tu pourras ouais, pas... en fait, quand on enlève la duplication, on la masque. Et des fois, il y a de la duplication qui est presque là, mais pas encore là. Et Et on donc, aura il un faut la exemple faire apparaître. là-dedans, justement, de comment est-ce que ça on se planterait là-dessus ou pas? Par exemple, ici, on a ce morceau de code qui ressemble à celui-là, mais pas exactement, parce que la collade fermante, elle est beaucoup plus loin. Donc D'accord. là, on a du code similaire, mais pas identique. Et donc ça peut pas s'extraire. Donc ici, si on extrait trop tôt, on va perdre ce morceau de code-là, et on verra plus la duplication après. D'accord. Et donc ça sera perdu définitivement. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est essayer déjà de mettre toutes les conditions à plat. Moi, je voudrais juste des conditions, des if, juste sur un nom d'item. À chaque fois. Voilà, Donc, par exemple, tu aurais if premier item, je fais ça, if deuxième item, C'est je ça. fais ça, if troisième item, etc. etc. voilà. D'accord. Et donc là, pareil, j'ai la flemme, donc je vais laisser IntelliJ faire tout le boulot. Lui, il est capable de m'inverser les conditions. Mais tu bosses quand en fait, Arnaud Tiefen? Ah, mais moi, je bosse pas du tout. Hein. Ah, c'est ça. Je rentabilise ma Tu licence fais partie IntelliJ. de... Enfin là, en l'occurrence, c'est ma licence IntelliJ, Voilà. mais En l'occurrence. Donc je relance le test à chaque fois, hein, bien sûr, pour vérifier que j'ai rien cassé. Et là, pareil, à chaque fois qu'on voit un note, hop, on inverse la condition. Donc là, on est en train d'augmenter la duplication. Mais c'est pas grave. Faut accepter de dégrader le code temporairement pour pouvoir mieux le refactorer. dégrader son code pour mieux le refactorer. Ouais. En fait, Donc en fait, c'est encore rajouter une couche de c'est- vernis de mais c'est dégueulasserie. temporaire. C'est temporaire. D'accord. Ah, c'est le fameux quick fix. C'est comme le Rubik's Cube, en fait. C'est- Le Rubik's Cube, si on veut faire tout de suite, jamais casser une des faces qu'on a construites, on va y passer beaucoup de temps. C'est le fameux quick fix Ouais. en attendant. Ouais. Vous le connaissez celui-là? Le quick fix où il y a écrit tout doux en attendant de. Voilà. Et tu regardes la date du commit et tu vois, ça date d'il y a 3 ans. C'est quick fix en attendant fait il y a 3 ans. C'est pas mal. Donc, Pour nous, on va pas donc attendre là, 3 ans quand même. là mes tests passent toujours. Donc, je pense que tous les notes, on a fait le tour. Et puis, il me reste un OR ici. Et donc, ça, pareil, IntelliJ. Quand on a OR, c'est if, le bloc, else. Un autre bloc. Else if, l'autre condition. Donc, on va lui Ah, donc dire- tu dupliques en fait sur chacune des conditions dans le OR, c'est ça? Ouais. Donc ton OR en fait passe un truc. C'est sur quel item que tu as ça? C'est sur Algebris et Backstage à la fois. Ouais, parce qu'en plus, il me semble que Backstage, il a un fonctionnement différent du Algebra. Il gagne, il perd en qualité, puis il gagne Ouais, c'est quelque part. complètement différent, mais pour l'instant, j'ai même pas envie de réfléchir à ce que Oui, mais ce c'est que pas ça plus fait mal de les exactement. séparer au final, niveau Voilà. séparation des responsabilités. Donc là, tout ça. là, en fait, ce qui est marrant, c'est que si on lance la couverture de code, Mhm. on va voir que comme on a créé de la duplication, on a aussi créé du code mort. Ah, intéressant. Et alors, est-ce que ce code mort, on pourrait pas le virer? Ici, par exemple, Parce qu'on avait déjà vu. ici, effectivement, on a que dupliqué au en fait départ, cette condition qui sert à rien. En fait, on est dans une condition. Si c'est du backstage, ça peut pas arriver parce que là, on est déjà dans un cas où on est déjà sur du algebra. Et comme on n'a qu'un seul nom à la fois, ça peut pas arriver. D'accord. Donc ce bloc de code, on peut le virer. Et là, IntelliJ et... Ah, pourquoi il ne le voit pas? Alors, je sais pas version. T'as un code non couvert. Alors, tu veux voir quoi, le code non couvert? Non, en fait, normalement, il est capable de m'enlever le if, de me proposer de l'enlever, mais là, il ne me le propose Ah, pas. ouais, Donc, va falloir donc travailler un je l'enlève, ouais, je l'enlève Désolé. effort imprévu. Est-ce qu'on a quelque chose de nouveau? Oui, on a réduit déjà beaucoup de code. Mais Mes est-ce que tests nos passent tests toujours. passent toujours? Nos tests passent toujours. Parfait. Là, ici, j'ai cette condition-là, elle est redondante avec celle-là, donc je peux enlever la condition. Donc là, c'est unwrap if. Voilà. Je relance mes tests. Et tout passe.
Et alors maintenant, on arrive à une étape où il faut un peu se fier à Alors, notre si intuition. on peut juste faire la parenthèse, là, justement, on a bien la démonstration de ce qu'on disait tout à l'heure avec notre filet de sécurité et tout, parce que c'est quand même, c'est pas rien les petites enfin, c'est quand même plein de petites refactos, mais tous Oui. ensemble, c'est quand même un gros truc. Bah, c'est ça. Est-ce que tu peux faire un comparatif des deux en côte à côte pour voir Bah, là, éventuellement pour encore, ça n'a pas trop l'instant, d'intérêt? non, je pense que ça sera surtout à la fin. D'accord. Mais Et- on voit quand même, on commence déjà à voir en fait qu'on a un certain filet de sécurité qui se met en place et comment Bah, il nous sert en fait dans notre refacto Bah, ce au que j'ai quotidien. fait là, j'aurais pas forcément osé le faire sans filet de sécurité. C'est ça. Et dans le cas où tu fais un truc justement où tes tests ne passent plus, est-ce que tu peux nous faire l'exemple comment tu t'y prends quand tu fais une modif ou Bah, je suis qu'un CTRL Z d'une situation Exactement. stable. Donc, Parfait. Ou un commit. ou un rollback. Ouais, Ok. Et donc là, en fait, on a l'intuition quand on regarde les conditions sur Sulfuras. Là, on fait un return. Là, on fait rien. Là, pareil, on fait rien. Donc on a l'intuition que quand c'est Sulfuras, bah, on fait jamais rien. Donc ce que je vais faire, comme j'ai mon filet de sécurité, est-ce qu'on peut pas je virer vais... Sulfuras du coup, vu qu'il sert à- vu Bah, qu'il en fait fait, rien. on va le tester au début, on va sortir. Ah oui, tu veux le sortir en Voilà. fait de la boucle, non Bah, là, directement, en haut de la méthode, je mets, si c'est du Sulfuras, je return. Et comme j'ai mon filet de sécurité, c'est une intuition, mais Ouais. le Golden Master permet de vérifier cette intuition. si tu as le même résultat Et ou pas. donc, comme ça fonctionne en mettant Sulfuras au début, je peux tu peux commencer à je le peux virer l'enlever partout. là où c'est plus nécessaire. Ok. Donc, remove if, pareil, ici aussi, remove if, ici aussi, là je peux l'enlever. Voilà. Je te vois faire plein de trucs au clavier, je me dis, ça fait longtemps qu'il a pas relancé les tests, ça Ouais, a l'air mais dangereux comme ça. je les relance. C'est parce que là, j'ai fait des choses assez similaires de remover tous les sulfuras. De toute façon, on peut plus arriver dedans. vu Donc que l'idée, c'était c'est qu'on a déjà réussi à se débarrasser d'un item qui ne Ouais. servait à rien. Donc ça évite d'avoir des items écrits en dur dans le code déjà, ce qui est pas trop mal non plus en soi. Voilà. Et là, on est sur une situation où on n'est pas trop mal. Ici, si c'est du sulfuras, on fait rien. Après, on a si c'est du backstage au niveau 1 d'indentation. Ouais. Else, si c'est du JetBrains, pareil au niveau 1. Else, si c'est tout le reste. Et puis là, bah, on se retrouve un peu embêté parce que là, on fait un décrément sur le sell-in. Là, on a une autre condition sur le sell-in. Et puis, on a d'autres conditions sur JetBrains et backstage et le reste. Et en fait, on aimerait bien fusionner ce qu'on a là sur le JetBrains avec ce qu'on a ici, par exemple, pour avoir tout. Un bloc Sulfuras, backstage, JetBrains et le reste. Et avoir un seul bloc de ça. Et donc, le problème, c'est que ces deux lignes-là, c'est un peu la muraille de Chine qui nous empêche de refusionner les deux. C'est quoi ces deux lignes-là? Alors, c'est ce qui décrémente le sell-in et ce qui teste si le sell-in n'a pas expiré. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va, encore une fois, temporairement augmenter la duplication. C'est-à-dire que cette condition sur le sell-in, je vais la reporter sur chaque bloc. Ouais. Donc, je la mets sous la condition du JetBrains. Bien sûr, je relance mes tests. Ça passe toujours. Je fais pareil pour la condition sous... puis là, en fait, on voit même qu'on peut même fusionner ici le else et le if. Et faire un else if. Ouais, et donc, bien sûr, on relance le test. Alors ça, bien sûr, si on n'avait pas la couverture de test, le Golden Master, il faudrait se faire des nœuds au cerveau pour dire est-ce que je peux faire ça en toute sécurité? Oui, mais là, on a un Golden Master, justement. Ouais. C'est un peu l'intérêt du truc. C'est vraiment l'intérêt du truc, c'est de pouvoir débrancher le cerveau. Et c'est vrai que là, si on regarde techniquement, on n'a pas réfléchi, on n'a pas vraiment réfléchi en fait à ce que racontaient les specs vis-à-vis du code en place. On n'a aucune idée de comment c'est censé fonctionner en fonction des items qui sont traités par l'algorithme. Et on se fait vraiment confiance entièrement à notre filet de sécurité. Donc là, on est sur un truc qui marche encore, heureusement. Et bon, on a augmenté la duplication parce que la condition sur le sell-in, elle existe 4 fois. Mais comme on l'a mis sous chacune des conditions, on peut l'enlever du bloc le plus haut parce qu'elle est vérifiée 2 fois, donc ce qui ne sert à rien. Il est cool ton IntelliJ parce qu'il reformate automatiquement. Je lui transmettrai ton compliment. Craft, bienveillance, tout ça. Voilà. Donc voilà, on l'a fait d'un côté.
Maintenant, il y a le item céline égale item céline moins 1. Donc ça, il va falloir le remonter tout en haut. Donc on peut essayer. Hein. Allons-y. Après le sulfurase, bien sûr. Donc là, si je relance mes tests... Aïe, 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 j'ai tout pété. Ah, bah, t'as un CTRL-Z d'une Je suis un situation CTRL-Z stable. de la victoire, ouais. Donc là, bon, CTRL-Z de la victoire. Donc je remets, je relance les tests dans un état stable. Et là, en fait, c'est pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, cette logique-là, on va la dupliquer dans chaque if, dans chaque branchement du if. Donc, bah, du coup, je la mets là. Je la mets là. Je la mets encore là. Et normalement, ça doit être bon avec tout ça. Ok, je suis dans une situation stable. Parfait. Donc l'idée, c'est, là on a dupliqué, l'important c'est ce décrément du céline, de le remettre en tout début de code. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que pour chacun de mes branches, je vais le remonter tout en haut et voir ce qui se passe. Donc je fais Quand déjà... tu dis une branche, on parle d'un embranchement d'un sur un if else, ouais, c'est ça. tout à fait. Donc ici, ça a marché. Une fois que j'ai remonté tout en haut dans chaque branche, je peux le sortir des branches et le mettre avant la première branche. C'est ça l'idée. D'accord. Donc là, pareil, je remonte. Donc pour tous les autres objets, ça se passe bien. Pour le JetBrains, ça se passe bien. Et alors, on va tester pour notre cher backstage. Et là, ça se passe pas bien. Alors pourquoi ça se passe pas bien? Parce que en dessous, on a des... Parce que le backstage, il doit gagner on a des conditions... Bah, dans le backstage, on a des conditions justement sur le céline. C'est ça? Parce que le backstage, en fait, il gagne en valeur plus tu t'approches de la date. Ouais. Et c'est là que ça peut devenir un peu intéressant de s'intéresser au spec ou pas? Non, bah en fait, on va le remonter progressivement. D'accord. C'est vraiment, on y va comme ça. Mais sinon, c'est vrai que dans les règles métiers du Kill Dead Rose, le backstage, c'est une place de concert, en gros, et plus tu t'approches du concert, plus elle gagne en valeur. C'est ça. Et une fois le concert passé, donc là, comme j'ai un if au départ, bah, je suis obligé de dupliquer ici. D'accord. Et de remettre ma condition sur le céline. Et alors, pour faire ça proprement, cette ligne-là, je la remets là. Je relance mes tests. Pas de régression, impeccable. Donc là, je le remonte, hein, le céline. Hop. Et c'est ici qu'il va y avoir un problème. Voilà, ici, j'ai tout pété. Pourquoi? Parce que je l'ai décrémenté de 1 avant la condition. Allez, dépêche-toi. Donc, bah là, je l'ai décrémenté de 1. Bah, sur la condition, je le décrémente de 1 aussi. Normal, il faut être équitable. Voilà, donc 6 moins 1. Là, ça passe. Donc 6 moins 1. IntelliJ nous dit bah, que 6 moins 1, ça fait 5. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'IntelliJ pour avoir cette information-là? J'ai débranché totalement le cerveau. Donc, on fait la même chose ici avec 11 moins 1. Et donc, bah, une fois qu'on a fait ça, en fait, la condition sur le céline, on peut la sortir en tout début. Donc, je vais très vite là-dessus. Je pense qu'on pourra conclure là-dessus. Hein. Ouais, sinon, ils vont nous laisser l'éclair, non? Ouais. Alors, il y a quand même deux petites étapes importantes. Et après, on pourra... Ouais. Reste juste un truc. Oui. Mais pour faire ces deux petites étapes importantes, il y en a encore 3 d'importantes en dessous, tu vois. Non, il y en a pour 2 minutes. Là. Donc, je vais très vite. Donc, ici, la condition dont on avait dit qu'elle est similaire, ben, on peut avoir l'intuition que l'accolade qui est là, on peut la remonter là pour la rendre identique. Et ça, grâce au Golden Master, on peut le tester tout de suite. Ça fonctionne. Et donc là, bah, comme on a fait ça, on peut extraire une méthode qui va s'appeler Increase Quality. Alors, je prends la signature originale, je l'applique partout. Ici, il nous dit item quality moins item quality, bah, c'est 0 en fait. Et puis là, on peut faire pareil pour le decrease quality.
Et on est bon? Et ben là, on est presque bon, parce que là, en fait, on va enlever les accolades qu'on a partout, et on va voir que... Ah non, il faut fusionner les blocs. Tac. Backstage. Et le reste. Et là, on est bon. Bah là, on est quasiment bon parce qu'en en enlevant les conditions qui sont là, on voit que notre code il tient en quasiment une page. Ok. Et on voit la logique pour le backstage, pour le HJetBrains et pour le reste. Donc voilà, et là on a un code, on peut commencer à comprendre la logique métier. On voit que le HJetBrains, plus le temps passe et plus il se bonifie avec le temps. Qu'à l'inverse, les places de concert, plus le temps passe et plus on se rapproche de la date, plus ça se bonifie. Et une fois la date passée, ça vaut plus rien. En fait, on en est revenu à un code justement qu'on comprend et qu'on maîtrise, ce qui était un peu le but initial du Golden Master. Complètement. Ok, donc je pense que ça conclut pour le kata. Donc je retourne maintenant effectivement un petit peu en manette. Alors on a vu effectivement avec ton camarade de code une très bonne session de refactoring, de recodage un petit peu d'un projet. Donc on voit quand même que ça nécessite une bonne maîtrise du code, que ce soit le code effectivement d'expérience, mais le code du projet en lui-même quand même. Alors pas forcément, parce que ça peut être un projet sur lequel on arrive, mais ça demande en fait une maîtrise de la méthode, des raccourcis clavier, de son IDE, en fait de vraiment maîtriser tout ce que l'IDE est capable de faire. En fait, l'IDE, il sait faire plein de choses, il faut vraiment en tirer parti. Donc il y a cette partie-là, et puis qui donne une certaine dextérité. Il y a pas mal de choses qui sont après par mémoire musculaire, en fait, des raccourcis clavier et tout ça, et des patterns de refactoring. L'autre aspect, c'est vraiment la construction du Golden Master. C'est ça qui fournit le filet de sécurité et qui permet de se dire, voilà, je peux essayer des choses. Et puis je suis pas obligé de me faire des nœuds au cerveau, de me stresser en disant ah mais si je fais ça, je vais pas entraîner une régression. Non, là on est vraiment sur, on a le Golden Master, on est en maîtrise de ce qu'on fait, et donc ça se passe bien et ça devient même amusant en fait. D'accord. C'est vrai qu'on a bien vu avec Arnaud comment effectivement on montait ce code de référence et qui est très important de l'avoir parce qu'au bout du compte, effectivement, comme il disait, sans ça, effectivement, on ne sait pas du tout où on va. C'est comme si on fait un test normal, sans test de régression avant la prod. Effectivement, on ne sait pas du tout où on va. Donc c'est toujours vraiment avoir une base fiable, même comme effectivement il disait, même si ça ne respecte pas les specs, mais c'est la référence absolue à avoir en tête. En fait, le code en prod, il a toujours raison. Parce que les specs, elles peuvent avoir été écrites à un moment, puis pas mises à jour. Et puis, souvent, on se rend compte que même si les specs sont définis d'une certaine façon, des fois, il y a des bugs qui tournent en prod et qui deviennent la référence. Parce que, en fait, c'est le métier qui s'adapte autour. Donc, voilà. Et on a parlé plusieurs fois de filet de sécurité, de harnais de test. Si on n'a pas ça, en fait, on travaille sans filet et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors, c'est vrai qu'il nous rappelait aussi, et toi aussi, que le fait d'avoir un bon IDE, c'est aussi un outil essentiel. En fait, un bon artisan, il sait s'entourer des bons outils et il entretient ses outils comme il faut, il apprend à les utiliser comme il faut, en fait. D'accord. C'est important. Oui. Alors, moi, j'avais une question bête, c'est que est-ce qu'il faut quand même que le code de départ, il soit plus ou moins propre, en tout cas à peu près propre pour pouvoir faire ce genre de choses. Si on a vraiment un code trop dégueu ou trop en legacy, sans aucun commentaire, avec des imbrications dans tous les sens, est-ce qu'il perd le fil à un moment donné? En fait, il y a deux obstacles principaux sur le fait de pouvoir refactorer du code legacy. Le premier, c'est déjà de pouvoir le tester. Est-ce qu'on va pouvoir facilement capturer son comportement? Bon, là, c'était facile parce que les items, ils étaient exposés. Des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est une boîte noire. Donc, il va falloir faire des interventions un petit peu chirurgicales sur des parties de refactoring, on va dire sans danger, mais pour exposer des choses qui vont nous aider à tester. Des fois, c'est les dépendances aussi qui vont nous poser problème. Par exemple, une dépendance vers une base de données, on ne sait pas comment s'en affranchir. Donc là,
pareil, on va faire des petites incisions dans le code pour dire, eh ben, on peut moquer la base de données, mais avant de pouvoir la moquer, il faut peut-être extraire une méthode ou introduire une abstraction dans le code pour pouvoir le faire. C'est vrai qu'on oublie très souvent de dire que plus effectivement on a de l'urbanisme de son application, de son ensemble de l'application, et mieux c'est quand même. En fait, oui, c'est tout le design de l'application. C'est tout le respect des principes de design prod avec les différents principes qu'on peut rencontrer comme solid, comme keep it simple and stupid, single responsibility principle. En fait, toutes ces choses-là, de la bonne hygiène de code tout le temps. Et en fait, c'est très lié à la dette technique qu'on va rencontrer sur un projet. Après, tout est faisable sur n'importe quel projet. Le curseur, c'est combien de temps ça va prendre pour pouvoir tester. Alors, des fois, il faudra faire certains compromis. En fait, c'est trouver un bon ratio entre le temps et le coût qu'on va y passer. C'est ça. Complètement ça. Donc là-dessus, il faut être pragmatique. Ok. Très très bien. En tout cas, un grand merci à toi et puis à Arnaud. Je pense que en tout cas, c'était une très bonne session et ça montre comment effectivement on peut faire. D'ailleurs, au passage, vous avez fait du pair programming très efficace et ça se voit qu'il y a effectivement un jeu de ping-pong parce que chacun peut avoir son expérience et sa sensibilité au code ou à l'outil, et ça c'est vraiment un plus parce que chacun n'aura pas du tout la même vision du code, et ça c'est très très important, surtout dans ce genre d'approche. En tout cas, un grand merci à toi, un grand merci à Arnaud, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à tester un petit peu toutes ces fonctions de refactoring, et maintenant on passe à un autre niveau, un autre sujet, c'est de la programmation fonctionnelle avec Haskell. Donc pour cette seconde session de live coding de l'heure du dev, épisode 3, toujours dans les locaux d'Excelsior, donc en face du Central Perk, que vous ne voyez pas, mais que moi je vois dans toute sa splendeur. Donc j'invite Marc. Marc, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Alors, on a vu que dans la première session, on a parlé de refactoring, de pair programming, d'IDE, etc. Alors là, on va aborder un tout autre sujet, la programmation fonctionnelle, et avec un langage encore plus particulier, Haskell. Donc, soit on aime, soit on n'aime pas, mais toi, tu aimes. Alors, moi, j'aime, et voilà, le but de ce live coding, c'est vraiment une initiation à Haskell sous une forme extrêmement minimaliste. Donc vraiment, on va commencer avec quelques concepts fondamentaux extrêmement simples. Et donc on va voir déjà qu'avec ces quelques concepts, on peut déjà faire des choses. Et ensuite, on va refactorer à nouveau tout ça pour voir jusqu'où on peut aller. Ok, donc comme vous l'aurez compris, ça va être une live coding punchy, speed, mais technique. Donc je laisse la parole à Marc et on a 25 minutes, enfin il a 25 minutes, et s'il dépasse, c'est un gage. Voilà. Marc, je te laisse la parole, et s'il y a des questions, j'hésiterai pas à t'interrompre, bien évidemment. Marc, à toi. Très bien. Donc ce que je vous propose pour découvrir Haskell, déjà, c'est on va essayer d'implémenter une fonction que tout le monde connaît, ou du moins dont on peut imaginer que tout le monde peut voir l'usage. C'est une fonction qui existe par exemple en JavaScript qui s'appelle indexOf, donc qui prend un élément, un argument, une liste, et qui retourne l'index de cet élément dans la liste. Donc on va essayer de programmer cette fonction en Haskell. Donc pour programmer en Haskell, on a besoin d'un éditeur de code. Moi je suis fidèle à Emacs, mais il y a une flopée d'éditeurs qui marchent très bien avec Haskell. Et on va avoir besoin donc du compilateur GHC, qui est le compilateur pour Haskell, et qui propose également un mode en ligne de commande dynamique. Donc on peut avec la commande GHCI, charger son code et le tester dynamiquement à la volée pendant qu'on est en train de coder. Donc c'est c'est rien d'exceptionnel pour tous ceux qui ont déjà fait du Python ou du JavaScript, mais ça vient de la programmation fonctionnelle, et c'est une méthode assez courante de développer et de tester son code en fonctionnel. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment un exercice en minimalisme, donc on va vraiment partir de quelques concepts hyper simples. Donc un concept qu'on va découvrir au fur et à mesure, ça va être le système de type, et en particulier le pattern matching, mais ça je vais le laisser de côté pour le moment.
Le deuxième concept, c'est vraiment l'assignation, c'est-à-dire, voilà, en Haskell, on peut définir un nom dans le scope global et l'assigner une valeur. Donc, par exemple, on peut faire foo égale 41 et ça va assigner 41 à foo, et donc on peut appeler foo et ça va nous retourner 41. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Donc voilà, ça c'était le concept le plus simple. Le deuxième concept dont on va avoir besoin, c'est une représentation des lambdas. Donc les lambdas, c'est une fonction anonyme. On va voir qu'on peut faire énormément de choses juste avec des lambdas. Donc la notation pour les lambdas en Haskell, ça commence par un backslash. Alors pourquoi backslash ? Parce que les concepteurs de Haskell ont regardé la table ASCII et ils ont décidé que le backslash, c'était encore le caractère qui ressemblait le plus au lambda, à la lettre lambda grecque. Donc ils ont décidé qu'ils allaient utiliser le backslash. Donc une lambda en Haskell, ça commence par un backslash. Ensuite, on a un argument qu'on nomme comme on veut, suivi d'une flèche. Et ensuite, on met le corps de la fonction qui est forcément une seule expression. Donc on va pas enchaîner plusieurs statements, on va mettre une seule expression. Donc là, par exemple, je peux mettre x plus 1 pour faire une fonction qui va juste prendre un argument et l'incrémenter et retourner cette valeur incrémentée. Une fois que j'ai une lambda, ce que je peux faire, c'est l'invoquer en lui donnant un argument, en lui donnant une valeur en paramètre et et donc l'évaluer. Donc je peux la mettre entre parenthèses, ça c'est juste pour désambiguiser l'expression. Et là, j'ai pas besoin de mettre plus de choses, je mets juste un espace et une valeur, et voilà, ça va appeler ma lambda, ça va l'évaluer. Maintenant qu'on a tous ces outils-là, si on veut déclarer une fonction, c'est tout simple. Il suffit d'utiliser l'assignation qu'on a déjà évoquée. Donc on peut très bien écrire add1 égale, et là on met notre lambda x plus 1, et maintenant je peux appeler add1 avec une valeur, et donc là on retombe sur nos pieds, on a l'habitude de nommer nos fonctions, donc tout va bien. Le dernier concept, c'est les conditions. Donc voilà, on a encore besoin de pouvoir faire des conditions, et ça je vais le développer pendant le live coding proprement dit, mais là on a déjà fait le tour de tous les concepts dont on va avoir besoin pour ce live coding. On ne va pas avoir besoin de plus, tout le reste ça va être en fait du sucre syntaxique par-dessus ces concepts de base. Là on a fait le tour. Le système de type, le pattern matching, les conditions, les lambdas, les assignations. Et ça se retrouve dans tous les langages fonctionnels ou c'est propre à Haskell ? C'est dans tous les langages fonctionnels. Là, là on peut dire ça, c'est une grosse partie du lambda calcul et quelques fioritures autour, mais c'est vraiment la base, et on le retrouve même au cœur de plein de langages non fonctionnels, enfin qui sont aussi fonctionnels mais pas que. C'est tout ce que j'ai évoqué là, on l'a en Python, en JavaScript, dans plein d'autres choses. Il y a d'autres constructions en plus, mais tout ça c'est présent dans tous ces langages. Donc là voilà, l'exercice c'est, comme on a vu, ce qu'on n'a pas par exemple c'est les boucles, ce qu'on n'a pas c'est des variables mutables, tout ça c'est des choses qu'on n'a pas, mais on va voir qu'on n'en a pas vraiment besoin et qu'on peut quand même programmer avec une main dans le dos, mais on peut quand même programmer et arriver à faire ce qu'on veut. Donc on va enfin attaquer la fonction. Donc on va commencer par quand même déclarer ce qu'on appelle sa signature, c'est-à-dire son prototype. Donc on va déclarer index_of. Donc index_of, ça va être une fonction. Alors on va faire simple au début. On va dire qu'elle prend. On va la faire travailler uniquement sur des ints pour commencer, et si on a le temps à la fin, on verra qu'on peut la généraliser pour fonctionner sur à peu près n'importe quel type. Donc index_of, c'est une fonction qui prend en premier argument un int, qui prend en deuxième argument une liste d'int, et qui va nous retourner un index, donc un int comme résultat, et comme on va au début en tout cas se calquer sur l'implémentation JavaScript, si elle ne trouve pas l'élément, elle va retourner -1. Donc maintenant je vais déclarer le corps de ma fonction, donc voilà, je fais index_of égale, et du coup on n'a pas 36 solutions, on va déclarer une lambda qui va correspondre au premier argument, donc une lambda qui va prendre un int qu'on va appeler e parce que c'est l'élément qu'on va rechercher. Et maintenant on a un problème, c'est qu'en Haskell les lambdas ne prennent qu'un seul argument à chaque fois, donc là on a besoin d'un deuxième argument qui analyse. Comment on fait? C'est pas compliqué, comme les lambdas sont des citoyens de première classe, une lambda peut très bien retourner une autre lambda, donc en fait on va juste enchaîner une autre lambda qui va prendre le deuxième argument, qu'on va appeler LST, et maintenant on va avoir dans cette lambda-là le corps de la fonction, et pour faire simple et démarrer, on va toujours retourner -1, au moins on est sûr de ne pas se tromper. Est-ce que pour toi c'est un avantage ou un inconvénient qu'on puisse passer qu'un seul argument? Alors, c'est une caractéristique de Haskell, c'est-à-dire que toutes les fonctions, il y a des mots compliqués pour ça, ça s'appelle la curification. Toutes les fonctions sont curifiées
par défaut et par design. On va voir par la suite qu'il y a des astuces. Mais c'est plus une caractéristique du langage qui ouvre certaines choses intéressantes. Mais au jour le jour, on le sent pas comme une contrainte. Donc du coup, je reload mon code, j'appelle ma fonction indexOf, et si je lui demande, par exemple, de me trouver 1 dans une liste vide, il me retourne -1, qui est la bonne réponse, parce que j'ai été assez intelligent pour lui donner les bons arguments. Mais bien sûr, si je lui demande de trouver 1 dans une liste 1, 2, 3, il me retourne -1, ce qui est bien sûr pas le résultat escompté, donc on va quand même commencer à vraiment implémenter le corps de notre fonction. Donc là, le premier truc qu'on va vouloir faire, en fait, c'est on va vouloir gérer le premier cas le plus simple qu'on peut imaginer, c'est effectivement si en fait on appelle la fonction sur une liste vide, la réponse ce sera toujours -1 parce que quoi qu'il arrive, l'élément ne peut pas être trouvé dans une liste vide. Donc ce qu'on va faire là, on va commencer à faire une condition. Les conditions en Haskell, ça se fait principalement avec une construction qui est caseOf, donc je fais case lst off. Je vais à la ligne et là j'ai ce qu'on appelle du pattern matching sur l'expression que j'ai mis dans le caseOf. Et donc le pattern matching, c'est un mécanisme extrêmement puissant pour gérer les conditions en programmation fonctionnelle. Là, en l'occurrence, ce qui est important de comprendre, c'est que donc les listes en Haskell, ce sont des listes simplement chaînées. On peut demander à l'invite de commande des infos sur le type liste, et ça va nous donner plein d'informations un peu cryptiques. Si on décrypte ce que ça nous dit, c'est qu'en fait on a deux constructeurs pour les listes. On a le constructeur liste vide, et on a le constructeur pour rajouter un élément au début de la liste, qui est en fait l'opérateur de points. C'est une fonction comme une autre. On peut demander son type. On voit que c'est une fonction qui prend un élément, une liste, et qui retourne une nouvelle liste. Et en fait, c'est un opérateur qui permet de rajouter un élément à une liste. Donc si j'écris 1, 2 points liste vide, ça va me retourner une liste avec 1 à l'intérieur. Si je fais 1, 2.2, 2.3, 2.4, 2 points liste vide, ça va me construire une liste 1, 2, 3, 4. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, les constructeurs en Haskell fonctionnent aussi comme des déconstructeurs, c'est-à-dire que dans le pattern matching, je peux utiliser le même constructeur pour en fait déconstruire un élément, et c'est ce que je vais utiliser dans mon caseOf. C'est-à-dire que là, la première condition de mon caseOf, ça va être que je vais tester si on m'a donné en argument une liste vide, donc je vais mettre liste vide et une flèche, et donc l'expression qu'il y a à droite de la flèche, ça va être l'expression qui sera retournée dans le cas d'une liste vide. Donc dans ce cas-là, c'est le cas qu'on avait avant. Si on a une liste vide, c'est -1. Et donc ça c'est bien. Et l'autre cas, c'est est-ce que ma liste n'est finalement pas vide? Dans ce cas-là, je vais la déconstruire. Et donc pour ça, alors je suis contraint de mettre des parenthèses pour désambiguïser l'expression, mais globalement, je mets x2.xs et une flèche. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça va assigner le premier élément de ma liste à x et le reste de ma liste à xs. Et je vais pouvoir du coup manipuler ces variables indépendamment à droite de la flèche. Donc là, j'ai séparé le premier élément de la liste du reste. Qu'est-ce que je vais vouloir faire? Déjà, je vais vouloir tester, est-ce que par hasard, le E qu'on me demande de chercher, est-ce que c'est X? Donc on va refaire un caseOf. Là, on va faire case E égale X, off, et donc là, égal, ça, c'est un opérateur qui est en fait une fonction comme une autre qui retourne un booléen, et donc je vais pouvoir tester, est-ce que ça me retourne true? Si ça me retourne true, c'est que j'ai trouvé mon élément dans ma liste, et donc finalement, comme je suis en train de tester le premier élément de la liste, c'est que la réponse c'est forcément 0. Et si ça me retourne false, alors c'est là que ça devient un peu plus compliqué, c'est là qu'on va être obligé de faire de la récursion. Donc là, je n'ai pas trouvé mon élément au début de ma liste, peut-être qu'il est dans le reste de ma liste. Comment je vais faire pour le chercher dans le reste de ma liste? Je vais appeler ma fonction récursivement, donc je vais appeler indexOf avec toujours l'élément E et avec le reste de la liste, donc XS. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à cette expression pour être correct? Si l'élément que je cherche, c'est le deuxième de la liste, indexOf E de XS va me retourner 0, alors que moi je veux que ça retourne 1. Donc je vais en fait, là comme j'ai pris un élément et que finalement je l'ai jeté à la poubelle, je vais prendre cette expression et je vais simplement l'incrémenter de 1 et ma récursion elle sera correcte, à l'exception que pour l'instant je n'ai pas géré le cas où je n'ai pas trouvé l'élément. Mais pour l'instant on va tester comme ça. Si je teste indexOf maintenant, donc si je teste indexOf
En cherchant 1 dans 1, 2, 3, ça me retourne bien index 0. Si je cherche 3 dans 1, 2, 3, ça me retourne bien index 2. Alors par contre, si je cherche 0 dans 1, 2, 3, ça me retourne 2, qui n'est pas la bonne réponse, parce que je n'ai pas géré le cas où on ne trouvait pas l'élément. Qu'à cela ne tienne, en fait, je sais détecter si j'ai pas trouvé l'élément, c'est quand indexOf me retourne -1. Donc en fait, je vais remodifier cette partie-là. Je vais faire un case sur indexOf de EXS. Et alors, qu'est-ce que je vais mettre comme pattern là? En fait, si ça m'a retourné -1, je retourne -1. Si ça me retourne n'importe quoi d'autre, je veux retourner ce n'importe quoi d'autre +1. Donc en fait, le n'importe quoi d'autre, je vais le capturer dans une variable que je vais appeler n. Et du coup, là, le corps à droite de la flèche, ça va être simplement n+1. Et a priori, là, on a une implémentation qui fonctionne de notre indexOf, qu'on peut tester avec différentes valeurs. Donc voilà, donc là, on a une fonction qui fait ce qu'on veut, qui marche, qui utilise uniquement les éléments que j'ai développés au début, c'est-à-dire voilà, du pattern matching, des conditions, des lambdas et une assignation donc pour nommer la fonction. C'est tout ce qu'on a là, et à partir de maintenant, je vais faire du refactoring pour transformer ça en quelque chose de beaucoup plus idiomatique à Haskell. Parce qu'effectivement, là, c'est pas très expressif, c'est pas très lisible, on peut faire beaucoup mieux en Haskell. Et ça, tu passes par le même outil que tu utilises depuis le début ou par un autre outil? Non, alors là, je vais refactorer simplement. Là, moi-même à la main, je vais changer les expressions à chaque fois. Okay. Ça va aller relativement vite. De toute façon, on a cette ligne de code. Voilà. Donc le premier truc qu'on peut changer déjà, c'est que là, on a un case-off sur une égalité. Bon, on a quand même un if then else en Haskell, mais encore une fois, là, je ne fais que modifier des expressions de base par du sucre syntaxique. Le if then else en Haskell, c'est du sucre syntaxique autour de case-off. Le premier truc que fait le compilo quand il voit un if then else, c'est de le transformer en case-off. Mais c'est quand même plus intelligible d'avoir un if then else plutôt qu'un case-off qui retourne true ou false. Donc voilà, donc ça change absolument rien. Je ne vais pas retester, je vais juste montrer que ça reload. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, alors effectivement, une lambda ne prend qu'un argument, mais il y a quand même du sucre syntaxique. On peut très bien concaténer entre guillemets deux lambda et faire une lambda qui prend plusieurs arguments. C'est pareil, pour le compilo, lui, c'est deux lambda imbriqués, mais pour le développeur, c'est plus agréable. Et même, on peut passer les arguments, en fait, on n'est pas obligé de faire une lambda, on peut passer les arguments à gauche du égal, à côté du nom de la fonction, et en fait, c'est la façon vraiment canonique de déclarer une fonction. On fait le nom de la fonction, c'est ces arguments égale le corps de la fonction. Oui, en fait, tu contournes le design du langage, quoi, en fait. Alors, Haskell, en fait, il y a un tout petit langage avec beaucoup de sucre syntaxique autour et une énorme librairie standard encore au-dessus. Et en fait, ce qui est intimidant quand on découvre Haskell, c'est qu'on n'arrive pas, on est tout de suite confronté à tout ça mélangé. Et en fait, on n'arrive pas à se rendre compte qu'en fait, on peut commencer à développer du Haskell avec très peu de notions. On n'est pas obligé de tout maîtriser d'un coup. Lire et comprendre du Haskell, ça peut être ça prend du temps, il faut monter en compétences, mais commencer à en écrire, ça peut, voilà, on a besoin de lambda, case-off. Et ça, c'est la base, quoi, en fait. Ça, c'est la base, et après, on peut faire des choses beaucoup plus expressives. Par exemple, maintenant qu'on a nos arguments à gauche de notre égal sur notre fonction indexOf, en fait, on peut faire directement du pattern matching sur les arguments. Donc, je peux déclarer au-dessus une seconde fois indexOf qui prend toujours E, mais qui prend directement, au lieu de prendre une liste, il prend directement liste vide. Et en cas de liste vide, je veux toujours retourner -1, donc je mets le -1 ici. Idem, du coup, à la place de LST, je peux mettre mon pattern X de .xs, et en fait, je me débarrasse complètement du premier case-off. Et du coup, là, c'est complètement du sucre syntaxique, mais ça donne, c'est une manière beaucoup plus déclarative d'exprimer les choses. Ouais, en fait, c'est plus proche d'un langage qu'on connaît plus au quotidien, quoi, en fait.
Le fait est, c'est que c'est plus court, plus concis, Ouais. et que ça se lit mieux. Ça se lit mieux. De même, en fait, le if then else que je viens d'écrire, en fait, il va disparaître parce qu'en fait, quand on a un prédicat comme e égale x, on peut le passer également à gauche du égal avec ce qu'on appelle un guard. Donc là, on rajoute pipe, donc qui se lit vraiment ou. Et donc, sur ma condition, si e égale x, je retourne 0. Alors, l'équivalent en guard du else, c'est otherwise, mais globalement, on pourrait remplacer juste par true, otherwise. Et du coup, on a encore supprimé un peu de code. Et donc là, il ne nous reste plus qu'un seul case off par rapport aux 3 ou 4 du début. Donc là, déjà, on n'est pas trop mal. Niveau refactoring, là par contre, bon, je vais casser un petit peu l'implémentation. On s'est calqué sur l'implémentation de JavaScript en retournant -1 au cas où on ne trouvait pas. C'est pas du tout quelque chose qu'on aime faire en Haskell, d'utiliser des valeurs arbitraires pour signifier l'absence de résultat. Parce qu'on a un type spécifique pour représenter l'absence de résultat et ça commence à se démocratiser un peu dans plein d'autres langages. Pour symboliser un résultat optionnel. Chez nous, ça s'appelle maybe. Donc on a le type maybe qui a 2 constructeurs, qui a donc le constructeur nothing, donc quand j'ai rien, je peux retourner nothing, et quand j'ai quelque chose, il y a le constructeur just qui prend un contenu, donc quand j'ai quelque chose, je peux retourner just 42 au hasard. Et donc on va, voilà, donc IndexOf, on va la modifier pour, au lieu de retourner un int, elle va retourner un maybe int. Donc on va pas retourner n'importe quoi, on va retourner forcément un maybe qui contient un int. Et là, le refactoring, il est plutôt simple. Là où je retourne -1, je retourne nothing. Là où je retournais 0, je vais retourner just 0. Et dans le dernier case of, du coup, j'ai -1, ça se transforme en nothing. Et donc dans le pattern où je capturais n et je retournais n plus 1, je vais capturer just n. Et donc là, on déconstruit le maybe. On dit si le constructeur de base c'était un just, on isole la valeur qu'il contient dans n. Et je retourne just n plus 1. Et la fonction, elle fait exactement la même chose qu'avant, mais de manière beaucoup plus safe, finalement, parce que là, quand je l'appelle, je vais être obligé de prendre en considération, ok, je ne peux pas... Avant, si elle me retournait -1, je pouvais dire, ok, c'est l'index -1 et je vais essayer d'attraper quelque chose à cet index, et si c'est -1, ça va cracher. Maintenant, je suis obligé de prendre en compte le fait que peut-être que c'est nothing. Si c'est nothing, je peux rien en faire. Si c'est just quelque chose, c'est que je suis sûr d'avoir une valeur valable. Et donc déjà, on est beaucoup mieux là-dessus. Alors, les 2 dernières choses que je voulais montrer, donc là on a une fonction qui marche bien sur des int. Si on voulait qu'elle marche bien sur n'importe quel type possible, parce que finalement on n'est pas obligé d'avoir des int dans nos listes. Donc dans le prototype de la fonction, donc dans sa signature, au lieu de dire qu'elle prend un int et une liste d'int, je vais dire qu'elle prend un type A quelconque et une liste de type A quelconque, et qu'elle va retourner toujours un maybe int, parce que mon index c'est forcément un int. Je vais essayer de reloader ce code, et là le compilo il va quand même me crier dessus un petit peu, il va me dire ouais, là il y a un problème. Donc le message d'erreur, mais alors il est assez explicite dans son message d'erreur. Son problème c'est que donc, je lui dis que je veux marcher sur n'importe quel type, et en fait son problème c'est que j'appelle quand même égal sur E et X. Et alors égal c'est un opérateur, mais en fait c'est une fonction comme une autre, c'est une fonction qui prend de type A et qui retourne un booléen. Donc là son problème c'est que en fait cette fonction elle ne peut fonctionner que sur des types qui implémentent égal, et donc en Haskell on a des type classes qui définissent ce genre de choses, qui définissent des interfaces, et la type class qui définit l'égalité c'est EQ. Donc là il me recommande de rajouter à ma signature que A peut être n'importe quel type à partir du moment où il implémente EQ. Donc j'ai juste à rajouter EQ A fat arrow, donc égal supérieur. Et maintenant ça devrait, si j'ai bien sauvegardé, si je reload, ça marche. Et maintenant, alors, maintenant surtout, ça peut marcher par exemple avec, je peux tester avec des strings, et ça va marcher aussi bien qu'avec des entiers.
Et alors si j'ai encore juste une dernière minute, le dernier case-of qui nous reste dans la fonction, donc c'est un case-of qui regarde le résultat d'index-of, et si c'est nothing, retourne nothing, et si c'est quelque chose d'autre, fait quelque chose d'autre. Et en fait, cette opération sur les maybe, on le fait tout le temps, et d'ailleurs ça tombe bien, en fait, il y a une type class spécialement faite pour ça, qui fait plein d'autres choses très intéressantes, mais qui s'appelle functor, et en fait il y a une fonction qui fait exactement ça, qui s'appelle fmap, et donc comme maybe implémente la type class functor, je peux appeler fmap sur mon maybe. Donc si on regarde le type de fmap, donc fmap c'est une fonction qui, alors pour un functor f, prend en argument une fonction qui transforme un type A en un type B, ça c'est vraiment le traitement que je vais vouloir faire. Elle prend un argument un functor A, et du coup elle me retourne un functor B. Donc en gros, appliqué au maybe, ça veut dire qu'elle va prendre une fonction qui va être le traitement qui elle, ne connaît rien à maybe. Elle va prendre mon maybe avec son entier dedans, elle va l'ouvrir entre guillemets, appliquer la fonction sur ce qu'il y a dedans, remettre dans un maybe et me retourner tout ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Si je fais un fmap avec x égale x donne x plus 1, si je me donne just 41, ça va appliquer la fonction sur le 41 et le remettre dans un just et me retourner just 42. Si je l'appelle avec nothing, eh ben, on ne peut rien faire avec un nothing, ça va me retourner nothing directement. Donc en fait, le case-of qu'on a écrit à la main, en fait, c'est quasiment une implémentation spécifique de fmap pour notre cas. Donc en fait, on peut le remplacer par un appel à fmap. Et donc je peux dire fmap de n plus 1, index of e xs. Et donc je me suis débarrassé du dernier case-of et on arrive sur une fonction qui fait toujours la même chose, mais qui n'a plus aucun case-of. Et si on doit faire un dernier refactoring, cette expression-là, on peut la simplifier, on peut l'écrire simplement plus 1, fmap a un homonyme qui fait exactement la même chose, enfin un synonyme qui fait exactement la même chose, mais qui est en opérateur, donc on peut mettre entre son premier et son deuxième argument, qui est chevron de l'archevron, et on peut simplifier du coup un peu l'expression derrière, et ça nous donne quelque chose de beaucoup plus concis. Alors, donc on est passé d'une fonction qui faisait environ 7 lignes à une fonction qui en fait plus que 3, et qui est beaucoup plus lisible. Alors, le résultat final est illisible pour un néophyte, mais en fait, on a fait aucune magie noire, on a fait que appliquer des fonctions, alors parfois en mode opérateur, mais c'est toujours des fonctions qu'on peut, qui n'ont rien de magique, donc on peut aller regarder l'implémentation. C'est pas hard-codé dans Haskell, c'est vraiment, ça fait partie de la librairie standard. Et après, on a fait un peu de sucre syntaxique avec du pattern matching, des guards, ce genre de choses, mais globalement, il n'y a rien de mystérieux. Et voilà, c'est le début de la pelote pour aller voir ce qui est un peu plus loin et creuser, parce qu'il y aurait de quoi faire quelques live coding encore. Alors, et pour toi aujourd'hui, quel est l'intérêt de ce genre de langage justement? Alors, moi je trouve que Haskell c'est vraiment le langage idéal pour apprendre la programmation fonctionnelle, parce que c'est un langage qui est vraiment purement fonctionnel. Alors on peut toujours faire de l'impératif, quel que soit le langage. On peut toujours tordre le langage à l'extrême et faire de l'impératif avec, mais comme c'est un langage qui est quand même très très fort sur l'échelle, qui est vraiment très fonctionnel, c'est un bon langage pour apprendre le fonctionnel. Et une fois qu'on a intégré tous ces nouveaux patterns qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, une fois qu'on a codé avec une main dans le dos pendant quelques temps avec Haskell, utiliser ces patterns dans d'autres langages qui sont multi-paradigmes, donc dans lesquels on peut choisir est-ce qu'on veut faire de l'impératif, est-ce qu'on veut faire du fonctionnel, est-ce qu'on veut faire de l'orienté objet. Ça ouvre, une fois qu'on a fait du Haskell pendant quelques mois, on ne recode plus jamais en Python de la même manière, on ne recode plus jamais en JavaScript de la même manière, et on a très envie de s'attaquer à Rust ou à Elixir ou à des langages comme ça. Ok. En tout cas, Marc, un grand merci à toi. Et puis, comme quoi, en 20-25 minutes, on peut quand même faire quelques trucs assez sympathiques et découvrir effectivement à la puissance d'un langage. Donc, j'espère que Marc vous a donné envie de découvrir un petit peu le monde un petit peu obscur parfois du fonctionnel. C'est vrai que Haskell fait parfois peur, comme Lisp ou comme Camel d'ailleurs, mais souvent à tort. Donc, si vous avez l'occasion durant cet été
de découvrir effectivement un nouveau langage, hein. N'hésitez pas à redécouvrir ou découvrir Haskell, c'est toujours assez sympathique. Marc, un grand merci à toi. On remercie encore une fois Kevin et Arnaud, même si je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux tout à l'heure, mais c'est pas grave, tant pis, hein, ça arrive. En tout cas, un grand merci à vous trois. On vous souhaite un très bon été et puis rendez-vous dans l'épisode 4 pour un nouvel espoir du code. Merci et à très bientôt. Salut!